Salut à toi, c'est Greg, j'espère que tu as la forme aujourd'hui. Nouvelle vidéo, on va parler de défiscalisation en loi Pinel, en loi Duflot. Je vais décrypter tout ça aujourd'hui, donc si c'est pas encore fait, abonne-toi, mets un pouce like déjà si c'est pas encore fait. Le Pinel, c'est le mal. C'est le mal absolu et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Premier point, quand tu achètes du Pinel, tu achètes sur plan, donc tu achètes sur un bien qui n'existe pas encore parce qu'il est en cours de construction. Parce que le promoteur a besoin de ton acompte pour avancer dans ses travaux. Ce qui se passe, c'est que tu as un délai de livraison qui est relativement variable. Ça va de 1 an, 18 mois, parfois 2 ans avant de livrer l'appartement en question. Et ça, déjà, c'est le premier point négatif. Okay. Ensuite, sur la partie du financement. Tu vas devoir obligatoirement faire un effort d'épargne mensuel, c'est-à-dire que le prix de l'appartement a un certain coût, il est relativement cher par rapport au prix du marché, en tout cas il est beaucoup trop cher pour nous autres investisseurs rentables de tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne YouTube et dans le groupe Facebook, beaucoup trop cher pour nous parce que moi ce que j'apprends dans ma chaîne YouTube et ce que j'apprends à travers mes vidéos, c'est de vous dire de toujours acheter des biens qui sont décotés pour les remettre au bout du jour et générer du cash flow, générer de la plus-value et avoir un peu d'amortissement du capital pour avoir ces 3 facteurs. Là, sur du Pinel, tu n'as la plus-value, c'est compliqué d'avoir la plus-value. Peut-être que tu en auras un peu, mais sur des très longues périodes. Sur le financement, pour y revenir, tu vas te retrouver sur plusieurs difficultés. Donc je t'ai parlé d'effort d'épargne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu vas acheter un appartement, je sais pas moi, 250 000 €, tu vas te retrouver avec quelque chose comme 800 ou 900 € ou 1000 € peut-être de mensualité, de crédit, et tu vas pouvoir le louer seulement peut-être 4 ou 500 €, tu vois. Donc du coup, je force un peu le trait pour que tu comprennes. L'effort d'épargne mensuel, il est relativement important suivant le secteur où tu vas acheter, suivant le montant du crédit évidemment, et suivant le montant du loyer. Donc tu vas me dire, ok, mais Grégoire, pourquoi je ne peux pas mettre le montant du loyer que je veux? Ben non, il y a ce qu'on appelle un zonage. Sur le zonage, tu as des lettres. Les lettres correspondent à un tableau. Les tableaux correspondent à un loyer au mètre carré pour le bien que tu achètes. Admettons que tu achètes, je sais pas moi, un T2 de 30 mètres carrés. Et ben tu vas devoir, sur la zone où tu es, utiliser ce tableau-là pour que le loyer corresponde au tableau pour que tu puisses faire ta défiscalisation. Alors, je sais pas si c'est bien clair. Admettons que le prix au mètre carré soit de 15 € sur ce secteur-là, que tu ne puisses pas louer plus de 15 €, ben tu mets à 15 € fois 30 mètres carrés, ça sera le prix de ton loyer, ok? Alors c'est un exemple au pif, hein, c'est pas les chiffres exacts, mais en fait c'est comme ça que ça fonctionne pour du Pinel. Donc les loyers sont faits pour être plafonnés bas. Donc du coup, quand tu vas mettre ce bien-là à la location sur le marché, ben, tu vas te retrouver avec énormément de demandes. Mais quand je dis énormément de demandes, c'est déjà, moi déjà j'en ai beaucoup sur mes logements parce qu'ils ont été rénovés. Mais comme tu es dans des métropoles avec des super secteurs, avec des montants de loyers qui sont relativement faibles, et ben du coup tu vas te faire harceler pendant 2-3 jours parce que tout le monde voudra venir habiter chez toi parce que le logement sera tout neuf, ça sera dans une résidence, il y aura peut-être un parking, ça sera proche des commerces, du tram et qu'il y aura du service tout autour et du coup tout le monde voudra venir habiter chez toi. Donc pour louer du Pinel c'est très facile, ça pose absolument aucun problème. Là où j'ai d'autres problèmes aussi, c'est sur la notion de plus-value. Alors tu sais, quand on achète de l'immobilier, là où on gagne pas mal d'argent aussi, c'est sur la plus-value. Donc tu le sais, la plus-value elle se génère quand on crée de la valeur, quand on crée quelque chose de sympa, qu'on achète vraiment en dessous du prix du marché, un bien qui est relativement dégradé ou qui est en mauvais état, qu'on passe par la case travaux, qu'on refait quelque chose de sympa et que du coup on va sur le moyen ou sur le long terme, enfin dès le lendemain de la fin des travaux, le bien vaut déjà plus cher que ce qu'on a acheté, quoi. Donc déjà dès le lendemain où on a fini nos travaux et que l'appartement est nickel, si on le met en vente, on est sûr de gagner de l'argent. Déjà ça c'est le premier point. En Pinel, ça ce n'est pas possible parce que de toute façon tu vas prendre un engagement de 6 ans ou de 9 ans. Donc en fait en gros tu vas être coincé, quoi. En fait entre le moment où tu vas signer pour l'acompte au promoteur, entre le moment où tu vas être livré, entre le moment où tu vas commencer ta défisque, parce que l'appartement aura été livré, ça va être très long. La vie va se passer
tu vas peut-être te former, tu vas peut-être regarder mes anciennes vidéos YouTube pour apprendre un peu la fiscalité ou comment mieux acheter, et tu vas peut-être te dire, putain mais merde, Grégoire, je suis coincé, je peux pas vendre. Bah ouais. Mais ça, il fallait y penser avant. Alors j'espère que tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas en train d'acheter du Pinel. Je vais expliquer à la fin, ça marche dans certains cas de figure, mais pas tous. Je vais expliquer, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer dans quel cas de figure ça peut marcher. La plus-value, comme tu vas acheter cher au mètre carré, il y aura très peu de plus-value à terme. Ou alors il va falloir attendre peut-être 10, 15 ou 20 ans, garder l'appartement un certain temps pour générer un petit peu de plus-value. Là où il y a un autre problème, c'est comme je te l'ai dit, le montant des loyers est plafonné. Et là, ça pose un gros problème parce que le fait que le montant des loyers soit plafonné, c'est que le jour où ta défiscalisation arrive, donc une fois que tu as passé tes 6 ans de défiscalisation, comme ce sont des baux en nu, et ben ce qui se passe, c'est que tu n'as plus rien à déduire sur ta feuille d'impôt. Donc là, tu vas te faire matraquer par les impôts. Donc là, il y a plusieurs hypothèses. Évidemment, il faut soit vendre, évidemment, soit que le locataire s'en aille et que du coup, tu puisses passer le bien en meublé pour réduire ta fiscalité. C'est une autre possibilité. Mais en général, les locataires qui sont dans ce genre de bien, ils veulent y rester. Pourquoi? Parce que le montant des loyers est vraiment pas cher et super attractif. Et du coup, ils ont vraiment pas envie de se barrer parce qu'ils se disent, putain, je suis dans un super secteur, la résidence est toute neuve, c'est propre, c'est joli, c'est neuf, j'ai un super montant de loyer et du coup, la valeur ajoutée pour moi, elle est intéressante et j'ai envie de rester, je me sens bien. Et donc du coup, au moment où toi, ta défiscalisation s'arrête, au moment où tu te fais dérouiller par les impôts, mais ton locataire ne veut pas se barrer parce que du coup, le montant des loyers est vraiment intéressant pour lui. Donc faire vraiment attention à ça parce que c'est vrai que ça peut vite tourner un peu au vinaigre votre histoire de défiscalisation en plus de l'effort d'épargne. Donc l'effort d'épargne il continue évidemment après ta défiscalisation parce que forcément le montant du crédit reste toujours le même durant la durée de détention. Mais par contre en face tu n'as plus rien à déduire. Donc après tu as les charges de copro qui viennent s'ajouter dessus, tu as la taxe foncière. Donc tout ça c'est un peu occulté, je trouve, par les promoteurs. Il faut vraiment bien se renseigner. Demandez-leur le montant des charges, demandez-leur le montant de la taxe foncière parce que il n'y a pas que loyer, crédit, quoi. Je veux dire, il y a d'autres charges qui vont venir. Par exemple, s'il y a sur des biens en neuf, moi je l'ai vu sur Bordeaux, faut vraiment se méfier. Il y a eu des histoires de chute de balcons qui se sont effondrés. Donc du coup, il y a des procédures avec la copro. Du coup, le bien que tu as acheté, si le balcon s'est effondré ou s'il y a eu sur l'immeuble que tu as, où tu es propriétaire, il y a eu des malfaçons, bah, du coup tu te retrouves à être engagé dans des procédures, donc du coup c'est plus difficile à vendre. Donc tout ça fait que mis bout à bout, le Pinel pour moi, c'est compliqué quoi. Je vois pas vraiment, pour nous en tout cas en tant qu'investisseurs, si tu suis cette chaîne YouTube et si tu regardes un peu mes vidéos depuis un certain temps, moi je suis pas trop friand du dispositif Pinel, même voire pas du tout. Je veux pas du tout investir là-dedans parce que ça m'intéresse pas. On est pieds et poings liés avec l'État, on est pieds et poings liés avec les règles. Et nous, tu sais, on est investisseurs, on a besoin de s'adapter, on a besoin de vendre quand on a besoin de vendre, on a besoin d'acheter quand on veut acheter, on a besoin de pouvoir enchaîner, on a besoin de pouvoir générer du cash flow positif. Donc tout ça, je l'apprends à travers mes vidéos. Si tu regardes mes anciennes vidéos, tu peux te renseigner. Nous, on essaie d'acheter vraiment des prix au mètre carré relativement bas. On essaie de faire des travaux, on essaie de générer des plus-values, on essaie de générer du cash flow autant que possible pour augmenter notre patrimoine, notre capital et notre épargne et pouvoir à terme avoir cette liberté financière. Parce que sur la partie financement, ça aussi je l'ai oublié, mais tu dois comprendre une chose, c'est que tu vas pas pouvoir en faire 50 des Pinel. Ok, si tu as de l'apport, tu vas pouvoir réduire le montant du crédit. Mais encore une fois, j'en parlais dans la vidéo juste avant, si tu mets de l'apport, ben, tu te tires une grosse balle dans le pied parce que tu peux pas enchaîner, tu n'as pas de trésorerie d'avance et tu te retrouves pieds et poings liés, quoi. Donc ça, je trouve que c'est vraiment le Pinel, il faut vraiment faire très attention à ça parce que c'est pas des affaires, quoi. La marge, ceux qui font de la marge, ce sont les promoteurs. Dites-vous bien une chose, c'est que ceux qui gagnent de l'argent avec le dispositif Pinel, ce sont les promoteurs, ce sont eux qui ont bien acheté leur terrain, ce sont eux qui ont optimisé le foncier avec des tailles de logement idéales pour le secteur. C'est les promoteurs qui font la marge, ok? C'est pas vous, c'est pas ceux qui achètent du Pinel, ok? Donc là, comme je te l'ai dit en cours de vidéo, je vais te dire dans quel cas de figure ça peut marcher. Il y a certains cas de figure où ça peut marcher le Pinel, dans quel cas il faut l'acheter. Pour moi, quand tu achètes du Pinel, c'est que tu as déjà une profession qui te prend beaucoup de temps, qui te plaît, qui te génère des revenus relativement importants, relativement confortables
pour y rester, tu n'as pas envie de partir, typiquement des professions libérales ou des gens qui aiment ce qu'ils font, ça arrive, ça existe sur cette planète, encore heureux, et qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à l'immobilier, qui ne sont pas très intéressés par ça, qui veulent quand même essayer de réduire un peu leur note d'impôt, et là ça peut fonctionner, ok, si tu as une vie de famille, tout ça, que tu n'as vraiment pas beaucoup de temps à consacrer, ça peut fonctionner. Donc si tu es cadre libéral ou cadre sup, et que tu veux, et qu'en fait t'as pas envie d'enchaîner, t'as pas envie d'en acheter plusieurs, t'en achètes un, voire peut-être un deuxième, et c'est tout, c'est géré par une agence, ou alors, enfin tu vois, tu gères toi-même, mais bon, comme il y a peu de turnover, ben, t'as pas besoin d'y consacrer beaucoup de temps, et là ça peut fonctionner, mais quand même méfiance, quoi. Je veux dire, si demain tu veux générer des revenus complémentaires, obtenir ta liberté financière, ça va pas passer par du Pinel, je te le dis tout de suite, tu peux d'ores et déjà oublier ça, c'est pas avec le Pinel que tu vas réussir à t'en sortir, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre point aussi que j'aurais pu oublier? Donc je t'ai parlé, du coup, le montant, comment dire, ce que tu gagnes sur tes impôts, ce que tu vas gagner sur tes impôts. Alors je crois que c'est 12 ou 18%, je sais plus, c'est même pas 20% en fait. Donc en fait ça permet de te réduire tes impôts de ce montant-là sur l'année. Donc c'est pas ouf, quoi. En fait en soi c'est pas ouf. Donc oui, tu vas payer moins d'impôts. Oui, on le sait qu'en France la fiscalité elle est vraiment très très lourde. C'est vraiment très pénible de se faire entre guillemets dérouiller par les impôts. Quand on reçoit cette petite enveloppe avec le symbole de Marianne en bleu, blanc, rouge, ça fait jamais très plaisir quand il faut remplir la feuille d'impôt. Mais quelque part, on contribue à l'effort de guerre. Je veux dire, on a un pays où il y a quand même pas mal de services, où il y a quand même pas mal de choses gratuites. Alors, on peut les critiquer en long, en large, en travers, mais il y a beaucoup de pays qui ont pas la chance d'avoir le système comme on a. Et du coup, oui, payer de l'impôt, ça a quand même du bon. Faut quand même pas le négliger. Donc voilà un peu pour la vidéo du jour. Voilà un peu pour le dispositif Pinel. Dis-moi dans les commentaires si tu en as, si tu as acheté. Qu'est-ce que tu en penses de tous les points que j'ai évoqués aujourd'hui? Alors j'en ai peut-être oublié certains. N'oublie pas de mettre un pouce like, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait, tu as le bouton qui est juste par là, je sais plus, sur le côté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, bon cash flow et surtout n'achète pas de Pinel. Ciao ciao.